Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez souvent, en fait, la réadaptation pulmonaire. Vous allez voir, ce n'est pas que faire de l'activité physique, c'est un vrai outil thérapeutique qui change la vie de nos patients. Et pendant cette courte présentation, je vais essayer de vous convaincre que la vraie question, ce n'est pas pourquoi proposer une réadaptation pulmonaire, mais plutôt pourquoi on ne la propose pas plus souvent. Pour commencer, une petite image de notre belle région de la Gruyère, où se situe notre centre d'activité. Alors non, les patients ils ne font pas leur activité physique dans le château, mais on n'y est pas si mal non plus. Ils font leur activité physique avec une vue directe sur le Préalpes. Et puis, avant d'aller plus loin, il faut reconnaître que les maladies respiratoires chroniques, elles représentent un poids majeur à l'échelle mondiale. Donc, les données de l'OMS, ils estiment qu'environ 500 millions de personnes sont atteintes de maladies respiratoires chroniques. Parmi celles, 235 souffrent d'asthme et plus de 200 millions de BPCO, dont une partie importante avec des formes modérées à sévères. Ce chiffre, il témoigne d'une prévalence très élevée, ce qui justifie une attention particulière en matière de prise en charge. Alors ici, nous avons les principales causes de mortalité entre 2000 et 2021. On voit parmi elles plusieurs maladies respiratoires, d'abord de maladies non transmissibles, notamment la BPCO et le cancer bronchopulmonaire, mais aussi de maladies transmissibles comme les infections respiratoires basses, la tuberculose ici à la fin du tableau à la 10e place, donc on voit que ça descend, et plus récemment la Covid-19. Celle-ci, elle a même relégué à la 3e place la BPCO comme cause de décès au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en termes d'impact au niveau mondial, les maladies respiratoires chroniques sont responsables d'au moins 4 millions de décès prématurés chaque année. Donc vraiment un enjeu assez lourd. En Suisse, les maladies respiratoires chroniques touchent une part importante de la population. En 2022, environ 7% de la population suisse âgée de 15 ans et plus disait souffrir d'une maladie respiratoire chronique, selon l'enquête de la santé en Suisse. Et puis, on voit sur la carte qu'il y a de prévalences variables selon le canton. Ici en haut, Bâle, Neuchâtel et Tessin, Genève au mieux, mais avec une prévalence qui dépasse la moyenne nationale, comme souvent, mais ici parle pour les meilleures raisons. Et puis à Fribourg, on fait la modération. On est exactement sur la moyenne nationale. Je mentionne Fribourg, puisque effectivement c'est là que je travaille. Ici en bas, on peut voir que la prévalence, elle augmente progressivement, même que légèrement, et qu'il y a deux pics d'âge ici à droite. D'abord, le premier pic entre 20 et 24 ans, probablement lié à l'âge. Je pense qu'il y a... Ouais, lié à l'âge. Et le deuxième, à partir de 65 ans, probablement lié à la BPCO. Donc, pas lié à l'âge, pas lié à l'asthme, bien sûr. Donc, ce sont des chiffres qui montrent un impact aussi important aussi chez nous. Avant d'aller plus loin, pour mieux comprendre comment la réadaptation pulmonaire pour changer la vie de nos patients, je propose de revoir qu'est-ce que c'est, ça qu'on appelle la spirale de déconditionnement à l'effort. Elle commence par l'apparition ou l'aggravation de symptômes respiratoires. En réaction, le patient va réduire son taux d'activité physique. Cela entraîne une faiblesse musculaire et plus tard même la progression de la maladie. Ça qui va péjorer encore le symptôme, la dyspnée, la fatigue, la toux, etc. On parle de symptômes physiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un impact majeur au niveau psychique, avec l'apparition de symptômes de stress, d'anxiété, de dépression même, avec une chute significative de la qualité de vie. L'ensemble fait augmenter le nombre des exacerbations,
un risque accru d'hospitalisation, cela va alimenter à nouveau ce cercle. Comment on peut briser ce cercle? Alors, on peut attaquer les deux parties à droite, la partie jaune et orange et jaune, avec la reprise progressive et adaptée de l'exercice physique, l'éducation du patient et un changement de comportement. Et tout ça, c'est ça qu'on fait en réadaptation pulmonaire. Donc, maintenant que nous avons vu l'ampleur du problème, la question qui s'en pose, c'est finalement, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que la réadaptation peut réellement apporter? C'est que je vais vous présenter maintenant ce repose sur des études solides, recommandations internationales. Et pendant cette courte présentation, on va passer en revue les effets symptomatiques, physiologiques et au-delà aussi de la survie. On commence par le symptôme. D'abord, une diminution significative de la dyspnée. Souvent, très tôt, le patient se dit sentir moins essoufflé. Cela va lui donner plus de manœuvres dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas oublier que la dyspnée, c'est le symptôme le plus limitant et le plus mentionné par nos patients. Et cette amélioration, elle a un niveau de preuve A. Ensuite, une augmentation de la capacité à l'effort, ça c'est un bénéfice qui est mesurable, on va voir ça dans le slide suivante, mais surtout ressenti par le patient dans leur quotidien, parce qu'ils arrivent à faire plus. Ensuite, une diminution du nombre de désactivations et d'hospitalisations, ça c'est un bénéfice plus à long terme, mais bien documenté, et ça va avoir un impact direct sur la stabilité de la maladie et sur la charge pour le système de santé. À nouveau, il ne faut pas sous-estimer la partie psychique. On a, avec la réadaptation pulmonaire, une diminution de symptômes de dépression et d'anxiété. Quelques semaines après le début du programme, suivant le patient, ils disent sentir mieux dans leur tête. Et ça, souvent lié au fait qu'ils reprennent confiance dans leurs capacités. Et ça, c'est d'autant important que le trouble l'anxiété et de la dépression sont très fréquents chez nos patients. On estime qu'entre 40 et 60% de patients ils ont des symptômes de dépression ou d'anxiété. Comment on peut évaluer et mesurer le bénéfice fonctionnel? Alors, on va avoir d'abord une augmentation de la VO2 pic, c'est-à-dire la consommation maximale en oxygène. C'est un paramètre clé pour mesurer la capacité à l'effort. Une augmentation de la puissance maximale attente par le patient en watts, ça que se traduit par une meilleure endurance dans ses activités de la vie de tous les jours. La distance au test de marche de 6 minutes, elle progresse de manière très significative, souvent au-delà du seuil de pertinence clinique qui est établi à 30 mètres. Ça, c'est pas qu'un chiffre. Ça, c'est la différence entre le patient qui reste à la maison ou le patient qui finalement décide de sortir au moins une fois par jour pour aller visiter la famille ou faire ses courses. Donc l'ensemble de ces gains se traduit effectivement par une diminution de la dyspnée à l'effort. Cette méta-analyse publiée dans la Cochrane en 2015, qui fait aujourd'hui référence pour la réadaptation pulmonaire, elle s'est plongée sur le thème de la qualité de vie. Elle s'est basée sur pas mal d'essais et près de 4000 patients avec une BPCO. Ils se sont basés sur ce questionnaire, le Chronic Respiratory Questionnaire, le CRQ, qui évalue 4 domaines de la qualité de vie. Sur ces 4 dimensions, on voit que la moyenne, elle dépasse la différence minimale cliniquement significative qui est fixée ici à 0,100 points. Donc, la dyspnée, on a déjà vu. La fatigue, je dirais que c'est probablement le 12e symptôme le plus fréquent chez nos patients. La fonction émotionnelle, voilà, l'aspect psychique et la maîtrise. Ça, c'est la sensation que le patient a qu'il peut contrôler sa propre maladie. Voilà, c'est un aspect qui entre dans la qualité de vie et finalement, on va avoir une amélioration qui est plutôt globale. Quels sont les autres bénéfices? Donc, on a vu une augmentation de la qualité de vie et on peut même dire, selon cette méta-analyse, que la réadaptation pulmonaire reste parmi une des seules approches qui peuvent augmenter durablement la qualité de vie de nos patients.
Après cette méta-analyse, plusieurs articles ont dit que voilà, pas besoin de continuer à faire des études pour prouver le bénéfice de la réadaptation pulmonaire. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est bénéfique. Et actuellement, finalement, l'enjeu, il est plutôt de comprendre comment on peut mieux bénéficier le patient avec la réadaptation, type de modalité, durée, etc. Et maintenant, une question essentielle. On a vu le bénéfice en termes de symptômes, mais est-ce que la réadaptation pulmonaire peut améliorer la survie? Les premières études manquaient de puissance statistique, mais les données les plus récentes, ils sont assez robustes, sont plus robustes, plus solides. On a par exemple l'étude qu'on mentionne actuellement par rapport à la survie, qui a été publiée dans le JAMA en 2020. Vous pouvez tout de suite voir la puissance de cette étude, avec près de 200 000 patients BPC hospitalisés aux États-Unis. Là, tout de suite, on peut remarquer comment la réadaptation elle est sous-utilisée. Que 1,5% de patients ont été adressés pour une réadaptation pulmonaire. En tout cas, cette étude, il a montré que si, vous voyez, on peut voir les courbes, elles sont assez parlantes. La courbe grise, elle représente les patients qui ont bénéficié d'une réadaptation pulmonaire dans les 90 jours après la sortie de l'hôpital. Et on constate qu'il y a une mortalité qui est significativement diminuée par rapport à la courbe orange qui représente les patients qui ont bénéficié d'une réadaptation pulmonaire beaucoup plus tard, voire même jamais. Donc voilà, ce sont deux chiffres assez frappants. Donc on peut dire que la réadaptation pulmonaire ne se limite pas à améliorer les symptômes ni la qualité de vie. Proposer une réadaptation précocement pour effectivement sauver de vie. Alors ça, c'est un message que je trouve assez fort à la place pour nous, les cliniciens, aussi pour les patients qui ont finalement à disposition un autre outil pour augmenter leur survie, mais aussi pour les décideurs en santé publique. Puisque nous sommes en Suisse, où chaque approche thérapeutique doit passer par la validation de caisse, quel est finalement l'impact économique de la réadaptation pulmonaire? Est-ce que ça vaut la peine de payer pour tout ça? Je vous montre cette étude de 2023 européenne d'un groupe espagnol. Ils ont calculé le coût direct lié aux exacerbations un an avant de faire une réadaptation et un an après avoir fait une réadaptation. Alors, on voit tout de suite que pour les exacerbations modérées, sévères et aussi pour les admissions en soins intensifs, on a une diminution du coût. Cela va bien sûr diminuer le coût global des exacerbations. Il faut encore ajouter le prix du programme, mais même en ajoutant ça, on constate que le prix global, il nous permet d'épargner à peu près de 1 800 € par patient, avec aussi une augmentation du QALY. En conclusion, on a un troisième bénéfice supplémentaire, on a une stratégie thérapeutique avec un rapport coût-bénéfice excellent, donc elle est actuellement une des stratégies en pneumologie les plus rentables. Après avoir vu tout le bénéfice, il faut savoir est-ce qu'il y a des situations où le patient ne peut pas faire la réadaptation, les contre-indications, la réponse elle est oui. Par contre, les contre-indications, elles sont souvent relatives, parfois transitoires et souvent elles sont aussi rares. On parle de limitation musculo-squelettique sévère, par exemple, une arthrose invalidante, une fracture récente, maladie cardiaque non contrôlée, une insuffisance cardiaque décompensée ou une angine instable, des troubles neurologiques qui peuvent impacter l'équilibre ou la coordination motrice. Et finalement, à nouveau, on revient sur le trouble cognitif ou psychosociaux. Le patient il doit être capable de comprendre les objectifs, suivre les consignes et participer activement à l'éducation thérapeutique pour pouvoir bien bénéficier du programme de réadaptation pulmonaire. Malgré tout ça, on a vu, Jean-Paul nous a dit, l'orientation vers la réadaptation est dramatiquement rare.
pour plusieurs facteurs. Mais je pense qu'ici, et c'est le dernier message que je vous laisse, en tant que médecin de premier recours, vous avez un rôle important à jouer parce que vous pouvez déjà repérer le bon profil, vous pouvez initier la démarche et ensuite même soutenir l'adhésion au programme. Donc c'est une position clé pour changer ce qui se passe actuellement par rapport à la réadaptation pulmonaire. Alors, merci.